de l'indépendance de la RDC. Homme politique, homme de science et homme de lettres, Henri Mauvat a déjà accompli une carrière impressionnante. Ministre des Transports et des Communications sous Laurent Désiré Kabila, il a été également ministre de l'Environnement, des Affaires foncières et du Développement touristique, vice-ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Information et de la Presse ainsi que porte-parole du gouvernement congolais. Professeur d'université, auteur de nombreux ouvrages traitant principalement des relations internationales, essayiste, compositeur de musique, poète, dramaturge, conférencier et j'en passe, Henri Mauvat est un homme de qualité. Et en sus, il est persuadé de l'avenir positif d'une collaboration privilégiée entre nos deux pays. Excellence, vous avez l'opportunité de venir ici auprès de nous et nous apporter un éclairage intéressant de la situation. La Belgique et la RDC, un couple gagnant. C'est personnellement la vision que j'ai du potentiel de collaboration possible entre nos deux pays et ses forces vives. Nos relations sont fortes. Nous disposons de part et d'autre d'atouts indispensables au développement de chacun. Nous devons en profiter pour le développement et pour le bénéfice commun. Le moment est-il propice? Je vous propose, Excellence, de pouvoir nous en entretenir. Merci. Merci. Moi-même à ma délégation, merci pour l'intérêt que vous continuez à manifester pour le Congo, alors que, soyons sincères, les statistiques ne plaident pas en notre faveur quand il s'agit des affaires entre le Congo et la Belgique, mais qu'il y a encore quelques-uns qui poussent le courage jusqu'à disserter encore, à discuter des opportunités d'un retour gagnant au Congo en matière d'affaires. Je crois que c'est à saluer parce que, je ne sais pas, il y a une sorte de loi non écrite depuis quelques années pour que le Congo ne soit laissé qu'à l'expertise des humanitaires, des religieux ou les dernières années, ce qui est bizarre, aux politiques, qui ont une présence beaucoup plus affirmée que l'élément productif, je veux dire, économiquement. Et donc chaque fois qu'il y a ces brèches qui s'ouvrent, où il est question de discuter en toute sincérité, dans la mesure où, je disais d'ailleurs à monsieur que ce n'était pas possible, j'étais très mal à l'aise de parler à des gens qui connaissaient le Congo parce qu'il y a très peu de chances de leur raconter des histoires. Il y a certaines histoires qu'ils connaissent mieux que moi-même. Et donc, quand ils parlent de Solbena, j'ai même oublié moi l'emplacement aujourd'hui. Et donc, si je me trompe, je suis très mal à l'aise par rapport à des gens chez qui j'irai racoler pour les baratiner afin qu'ils aillent malgré tout au Congo. Donc, il y a cette gêne, mais il y a aussi au moins la quiétude de savoir qu'on parle à des connaisseurs et donc, s'ils ont l'envie d'y retourner, ils savent à quoi ils s'engagent. Ça me met bien à l'aise, plutôt que des gens que j'aurais menés en bateau et qui m'auraient suivi par peut-être la beauté de mon discours. Et donc, en gros, je suis heureux de parler à des connaisseurs, à des amis du Congo, parce que vous en avez ainsi exprimé l'intérêt et l'envie de cette rencontre. Je voudrais remercier les organisateurs, je voudrais remercier tous ceux qui ont concouru à ce que la chose soit possible. Je m'excuse, je me suis perdu dans les rues ici, elles sont trop grandes, donc je suis retrouvé entre des auditoires, 3 autres, 3-4 ronds-points. Merci d'être venu me sauver la vie. Voilà. Et donc, si moi j'ai vraiment envie, au-delà de l'intérêt et de mes obligations professionnelles, si j'ai envie de parler du Congo, c'est parce que j'y crois, moi. Et je crois avec nos partenaires traditionnels qui nous connaissent, quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, quelles que soient les invectives et autres soubresauts qui ont caractérisé nos relations, moi aussi je pousse la folie à croire que c'est de loin mieux avec la Belgique qu'avec d'autres. Parce que le temps qu'ils comprennent ce que les Belges ont compris il y a plus de 100 ans, les mêmes soubresauts risquent d'être exponentiels. Alors,
pour les crises futures à venir avec des inconnus, je préfère des crises presque prévisibles à chaque fois. Et on rentre dans le registre de la rationalité, donc on peut prévoir que pratiquement tous les 2 ans, on a une crise quasi majeure au niveau politique, ce qui impacte sur l'économique. Moi, ma conviction, c'est que si le substrat matériel, si le substrat de la production peut rester stable, quelle que soit la météo très changeante de la politique, il y a de fortes chances que nous servions de matelas aux politiques lorsqu'ils auront fini de s'invectiver pour qu'ils amortissent. Que ce soit un couloir sur lequel ils retomberont toujours lorsque les bonnes intentions seraient revenues. Or, si leurs invectives ont pour conséquence immédiate et quasi automatique d'attenter à la bonne relation économique, il y a de fortes chances que lorsque eux, ils auront fini de se quereller et qu'ils se seraient reparlés, l'économie aura de la peine à se mettre en mouvement parce que là, ça demande un calcul qui prend du temps. Même quand on a fini de se convaincre, il faut maintenant pour l'implantation beaucoup plus de temps. Donc le temps politique ne doit pas coïncider avec le temps économique. D'ailleurs, il ne coïncide jamais. C'est pour cela que je dis aux hommes économiques, chaque fois que vous entendrez des politiques racoler pour vous convier à bouder le Congo, réfléchissez-y par 2 fois, parce que eux, le lendemain, ils peuvent reprendre langue. Or, si vous avez fermé boutique, il y a de fortes chances que vous ne retrouviez pas les mêmes conditions. Et ils peuvent les créer, vous n'avez pas la même possibilité. Je viens donc faire mon travail d'ouvrir une certaine fenêtre sur le Congo pour que vous voyez si cela rencontre vos intérêts. Le Congo est en train de réunir les conditions d'un pays émergent. Ne nous trompons pas, malgré un passé douloureux d'il y a 5-6 ans, le Congo est en réveil fulgurant, comme pratiquement toutes les économies qui ont compris que la mort, mais étant passé si près de la mort, on prend l'engagement de vivre intensement. Et l'éveil est tel que, si il faut commencer par lire les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française, de lire la Constitution congolaise, de savoir si dans le programme universitaire du Congo, il est inscrit des cours de droits de l'homme, quand vous aurez fini de lire ça, d'autres prennent des parts de marché. Et ce n'est pas seulement en Asie, c'est aussi vos voisins français notamment. Alors faisons très attention. On peut lire avec eux, comme font les Français, ils rappellent, ils disent les mêmes convictions de l'Union européenne, mais le lendemain, en 15 minutes, ils raflent la mise à travers parfois des visites d'une dizaine de minutes sur Kinshasa. Alors faisons très très attention. Je vous convie donc à vous inscrire dans un certain réalisme. L'accumulation primitive du capital n'a jamais été de toute sérénité. Je vais parler comme les marxistes. Qu'au début, au moment où se forge un capital économique dans un pays, il y a énormément de problèmes. Prenez l'exemple de votre propre pays, comment se sont constitués les gros capitaux de ce pays. Prenez l'Italie, prenez la France, prenez les États-Unis. Il n'y a jamais d'environnement paradisiaque pour vous porter comme la marée haute vers le large au Congo afin que vous puissiez, comme sur un matelas, investir. Il y a donc une dimension douloureuse lorsque on va dans un espace économique comme le nôtre qui a connu ce que vous savez. Beaucoup de problèmes économiques, politiques, et qui se sort de cette situation catastrophique pour se reconstruire. 1. Le besoin de reconstruction est déjà un motif pour vous convier à y regarder de plus près. 2. Les incommensurables richesses du sol et du sous-sol congolais vous convient à mettre à disposition de cet éveil votre expertise, votre connaissance de terrain et
l'empathie que vous partagez avec l'agent humain congolais. D'autres peuvent se cramponner à un agent autre que l'humain. Ça peut être immédiatement de l'économique, même sans parler la langue. Ça peut être directement avec le politique pour avoir de contrats rapides ou sur une poussée mondiale. Mais vous avez la chance d'avoir été là, d'avoir commencé la mise en valeur de ce vaste territoire. Donc, au-delà de cette litanie qu'on a toujours, sur laquelle on a souvent épilogué, c'est 2 345 000 km², c'est une des plus grandes productions du cobalt, du cuivre, du zinc, du fer, du manganèse, du coltan, de tout ce que vous pouvez citer, ce que vous connaissez d'ailleurs, parce que la meilleure géologie du Congo a été élaborée ici. Il y a un besoin de reconstruction et ça c'est en train de se faire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc, je vais énumérer un certain nombre de motifs qui devraient vous inciter. C'est que le Congo, en plus, est demandeur. Le Congo est demandeur de l'apport extérieur pour son redressement. Et c'est en ce moment qu'il faut y être. Parce que la nature a horreur du vide, comme l'économie africaine aussi. Si on n'y est pas, il y a certainement quelqu'un d'autre, malheureusement à moindre frais, et parfois malheureusement pour nous, à moindre frais pour nous aussi, parce qu'il vient se présentant comme le sauveur, faute de mieux. Comme on ne peut pas tout avoir au même moment, la Belgique nous boudant, d'autres ont tendance à occuper cet espace. Hier, ils avaient encore la courtoisie de passer par ici, parce que pour prendre des avions d'ici, maintenant ils peuvent aller par Ethiopian, ils peuvent aller par Kenya Airways, ils peuvent par tous les moyens, si ce n'est pas Africa, et arriver directement à Kinshasa, commencer à négocier en une langue autre que celle que vous nous avez apprise, parce que ces possibilités-là aussi se sont exprimées. Donc, il y a une nécessité d'être là. Pour faire cet appel à l'agent extérieur pour qu'il vienne faire évoluer positivement les choses, le Congo a cassé pratiquement avec tous les monopoles que vous avez connus. Dans la construction des infrastructures, dans la construction des aéroports, des ports et de tout ce que vous savez, le Congo a cassé le monopole dans l'exploitation minière. La grande Gécamine du temps de Solbena n'existe plus. Aujourd'hui, on en a fait des morceaux sur lesquels se cramponnent un certain nombre de privés. Sur les mines de diamants, sur un certain nombre d'activités, sur les services, sur les opérations des banques, en sus du fait qu'aujourd'hui, le Congo est en train de reconstituer son système bancaire qui était complètement déstructuré il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une vingtaine de banques viables, des dimensions internationales, qui ont créé des succursales pour permettre l'intermédiation financière. Et il y a un certain nombre de dispositifs qui vous permettent de fonctionner plus ou moins sur papier, plus ou moins à l'aise en termes d'activité économique. C'est notamment les différentes lois qui ont été votées. On peut citer le code minier, qui est très incitatif. On a même pensé que nous bradions